Bonjour à toutes et à tous, je suis Fred Bousseau et je vous souhaite la bienvenue dans Trail Business Club, le podcast qui vous emmène dans les coulisses du trail running. Trail Business Club est produit par Milestone, le média des professionnels et des passionnés de trail running qui publie tous les 15 jours une newsletter dédiée à l'actualité des décideurs, des organisateurs, des équipementiers, des athlètes et des territoires. Milestone organise également chaque année Milestone Connect, le rendez-vous business et impact du trail running. Si je vous dis wise, à quoi pensez-vous ? En français, cela signifie sage, mais dans le monde de l'ultra trail, c'est la marque premium d'équipement à forte soutenabilité et qui est partenaire de cet épisode de Trail Business Club. Le couple de pratiquants fondateurs, Axel Nardou et Guillaume Bocas, a installé son entreprise à Annecy. Depuis 2019, Wise innove autant par ses produits que par son modèle économique vertueux. Les produits sont notamment co-développés avec la communauté grâce aux plateformes digitales. Les matières sont fabriquées par un fleuron de l'industrie française et assemblées au Portugal dans un atelier à la pointe technologique. Tout cela avec un objectif, pas de compromis technique ou environnemental. Alors, n'attendez plus pour découvrir cette marque qui relève les défis de notre époque. Rendez-vous sur le site à l'adresse wisetrailrunning.com. Je reçois un monsieur avec un grand M, celui qui a fait du trail son métier, celui qui a plusieurs vies, au sens propre comme au sens figuré, celui dont personne n'ignore la présence sur une ligne de départ ou d'arrivée. Bonjour Ludovic Collet. Salut Fredo. Merci d'accepter cette invitation pour ce podcast Trail Business Club, surtout chargé d'actualité puisque tu viens de sortir il y a juste 4-5 jours ton premier single à l'occasion des 20 ans de micro dans le trail. C'est une grosse actu. Raconte-nous ce qui se passe avec ce single. Écoute, il y a un superbe accueil du public. Moi, j'en suis ravi. C'est vrai que ça fait 15 ans, 16 ans, 17 ans que je rêvais de créer ce morceau. Et voilà, il est fait, il est dans les bacs, il est sur toutes les plateformes. J'ai pu aussi le faire sur les lignes, là. Et je vois que les coureurs me demandent où est-ce qu'ils peuvent trouver le morceau. Ils réagissent. Ouais, non, je suis très, très fier de cette collaboration avec un de mes meilleurs amis qui est Sully Céphile. Alors, c'est un single qui a ton image, à l'image de ta vie, qui est aussi le son de ta vie, la voix de ta vie. Raconte-nous comment il est né justement avec Sully, parce que c'est ton grand pote d'enfance. Ouais, c'est ça, c'est mon grand pote d'enfance, mais j'avais besoin tu me connais quand je fais quelque chose, que ça soit dans les maisons que je rénove, que ça soit dans le documentaire que j'ai sorti, et dans mon métier d'animateur, de speaker, de consultant. J'essaye de faire les choses bien où je les fais pas. Et ça fait longtemps que j'avais envie de créer un morceau de mon expertise sur les lignes. Toi, tu me connais, tu m'as vu souvent. Et ce morceau, c'est ça, c'est un mélange de speaking, d'animateur, un mélange de rap, de chant, d'applaudissements, de messages forts qui me correspondent et que je tiens depuis plus de 20 ans, quoi. Il y a que le sport qui fédère. Alors, c'est une voix, mais est-ce que c'est une voix pour une nouvelle voix, VOIE ? Ouais, je suis pas sûr. Après, c'est pas moi qui vais décider ça. Hein. C'est le public. C'est est-ce que les gens vont adhérer à ce morceau ou pas. C'est vrai qu'il y a plus de 20 ans, j'ai écrit un morceau qui s'appelle Puissance de l'amitié, que j'avais sorti, mais que j'avais pas sorti sur les plateformes, mais que j'avais sorti sur Internet. Bon, il y avait pas eu beaucoup de résonance. Et maintenant, les gens qui l'écoutent 20 ans plus tard me disent mais tu faisais du slam, tu copies Grand Corps Malade, alors que Grand Corps Malade n'était pas encore sorti quand j'avais sorti ce morceau-là. Et voilà, mais ça a toujours été dans mon ADN. Là, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez professionnel, d'assez joyeux. J'ai eu la chance que tu viennes participer au clip et vous verrez le montage autour du 15 juin. J'ai hâte de vous montrer ça et voilà, j'avais envie d'amener un peu de lumière. J'avais surtout aussi, après 20 ans sur les lignes, envie de nouveaux challenges et d'envie de me faire plaisir et de mettre le saut Ludovic Collet, Ludo, quoi, d'enregistrer à vie un morceau qui me correspond de ce que je fais. Il y a rien de nouveau en fait, hein, c'est quelque chose que je fais tous les week-ends sur les lignes. C'est un aboutissement pour toi, ce morceau dont tu rêvais, ou c'est juste une étape vers autre chose ?
Ah, je pense que c'est un aboutissement. Je sais pas où j'irai après. Comme tu l'as dit au début, j'ai 1000 vies et pour l'instant, je me consacre beaucoup à cette vie de speaker, mais j'ai aussi maintenant envie de me consacrer à ma vie de papy et peut-être prendre un peu plus de temps pour ma famille. Donc voilà, pour l'instant, je joue le jeu à fond. C'est 2024, c'était une année olympique. J'avais envie de sortir un morceau en or. Voilà quoi, c'est fait. Grand merci à Sully Céphile qui a su me canaliser, m'apprendre et sortir un morceau qui me correspond vraiment. Sully Céphile, qui est aussi multiple disque d'or, hein, qui a composé beaucoup de morceaux. Tu peux nous parler un peu de lui, parce qu'on ne le connaît pas, et je sais qu'il y a beaucoup de gens dans l'ombre qui ont été très très importants dans ta carrière. On y reviendra au fil de ce podcast, mais il y a souvent beaucoup de gens que tu as très peu cités, mais qui ont été les piliers de ta carrière. Ah ouais, mais ce garçon m'a emmené dans le mouvement hip-hop. C'est tatoué sur mon bras, hip-hop don't stop. Je fais partie de cette génération qui a vu arriver ça des États-Unis et au niveau français, on s'est lancé dans le graphe, la danse, au platine. Bon, j'étais pas très bon au platine. Et puis le rap et Sully fait partie de mes premiers amis que j'ai pu entendre sur les ondes avec un morceau qui est encore d'actualité alors qu'il a été écrit en 2000 qui s'appelle Je voulais, qui s'est vendu à plus de 600 000 singles vendus. À l'époque, c'était énorme. Il est resté 2 mois numéro 1 du top 50. Et puis après, il a composé pour les autres, notamment. Il est beatmaker, il sait tout faire. Il a été élu meilleur de danseur de Paris en 2018. Enfin, c'est un garçon qui a créé le morceau That My People, tout le sample de Chopin qui est pour les NTM, qui est l'un des plus grands morceaux de rap français. Puis il a créé cette marque Royal Wear à l'époque avec plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il avait tout, ça allait du string à la boisson énergisante, au parfum. Enfin bon, il y avait tout. Et moi, ça a été un exemple pour moi. Il m'a porté et je me suis beaucoup inspiré de lui. Il y avait rien sur les lignes. Hein, tu t'en rappelles, à l'époque, il y avait rien sur les lignes du Cross du Mont Blanc notamment, sur les trails. C'était plutôt fat comme animation et du coup, j'ai essayé d'amener cette mouvance hip-hop dans ma façon d'animer. Alors le clip, t'en parlais tout à l'heure, ce clip qui a été tourné il y a quelques semaines à Salange dans un magnifique studio, hein, moi je connaissais même pas. Tu peux nous parler de l'histoire de ce clip et de toute cette ambiance que tu as voulu autour de toi. Il y avait beaucoup beaucoup de monde dans beaucoup de sports différents, dans beaucoup d'attitudes. Il y avait tes enfants, il y avait peut-être même ton petit-fils, je sais pas s'il était là, je l'ai pas vu, mais en tout cas, tu avais réussi à réunir le temps d'une journée tout le monde que tu voulais avoir autour de toi? Ouais, quasiment tout le monde. Tu sais que c'est impossible de réunir tout le monde, mais ce clip est bourré, bourré, bourré de clins d'œil. Voilà, c'est pour ça qu'il était important pour moi que tu sois là, mais comme Christophe Aubonnet, comme Valérie Pache qui m'a, sans le vouloir, lancé au micro grâce à ses défilés de mode. Elle était là avec une robe. Sully forcément était là. Il y avait mes enfants, mon petit-fils, non, on l'avait protégé parce qu'il y avait un peu. J'ai un de mes petits-fils qui était là. Le deuxième, Roméo, mais Noah était à la crèche et puis oui, il y avait bien sûr, j'ai fait un clin d'œil aux speakers avec les gens avec qui j'ai travaillé dans différents sports, des gens qui m'ont aidé, des anonymes, mais il y avait aussi des très grands coureurs. Enfin, il y avait pas tout le monde, mais ouais, je voulais un clip fédérateur. Il se trouve que j'ai vu aussi grandir Carpe Diem. Et je les ai vus s'étoffer. Un de mes fils m'a dit, écoute, papa, ils ont ouvert un superbe studio. Et quand j'ai été le voir, le studio 321, ça m'a donné des idées. Et je me suis dit, voilà, ok, j'ai envie de projeter des images de trail, de sport, de ce que j'ai fait depuis 20 ans, et puis de réunir tout le monde, et que ça soit hyper lumineux, hyper coloré, et puis avec des messages forts. Et c'est pour ça que j'ai hâte de vous le présenter le 15 juin. Là, dans quelques jours, je devrais voir la première mouture du montage d'un de mes frères et d'un de mes fils. Donc, on va voir si c'est comme pour Au-delà du temps. Il a fallu quand même se remettre plusieurs versions avant de trouver la bonne. Donc, mais on devrait être dans les temps. Au-delà du temps, c'est aussi un film que tu as réalisé. C'est une autre facette, on va y venir petit à petit, mais une autre facette de ce qui t'anime tout le temps, c'est aussi d'être créatif, d'être dans ce milieu de la musique, dans ce milieu de la nuit, dans ce milieu du monde de la création. Ouais, j'ai toujours aimé ça. Hein. Quand on me dit que j'ai une façon artistique de faire mon métier, ça me touche parce que
vers ça dans lequel je tends, quoi. J'aimerais être considéré comme un artiste, parce que tu le sais, je peux faire rire ou pleurer les gens, amener de l'émotion, amener de la joie, faire danser, tout ce que apporte un artiste, que ça soit au cinéma ou ou dans la musique, quoi. Et c'est vrai, je le dis souvent, mais notre métier d'animateur outdoor n'est pas tellement reconnu. Et on est des animateurs, on n'est pas considéré comme artistes, et ça me chagrine un peu, parce que j'ai vu énormément de speakers, d'animateurs hommes ou femmes excellents, et qu'on considère pas comme artistes, et ça m'embête un peu. On y reviendra justement dans cette partie business, puisque le podcast s'appelle Trail Business Club, et on va peut-être un peu le prendre à l'envers pour une fois. Le mot trail, on l'abordera, le mot business, on l'abordera, mais le mot club, qui commence par un C, je voulais plutôt l'aborder avec toi avec le mot communauté, qui commence aussi avec un C, puisque pour toi, la communauté, c'est aussi ce qui t'anime tous les jours. T'es en contact avec la communauté du trail, avec la communauté de la musique, la communauté des sportifs et des anonymes. C'est très important pour toi. Bah, c'est ma vie. C'est c'est plus qu'important. Je pense que c'est la seule chose qui fait que on pourra sauver la planète Terre, et on pourra sauver l'humain. C'est ça, c'est de rester en communauté, mais la communauté au sens large, pas une petite communauté. C'est de mélanger tous les genres, tous les styles, toutes les couleurs de peau, toutes les religions, hein. Et voilà, c'est pour moi, ça a toujours été très important, et je vois que toutes ces communautés où on vit un grand bonheur tous les week-ends, et ben on n'en parle pas à la télé, quoi. On nous montre que les choses qui vont pas bien, et ça m'attriste. Alors moi, à mon humble niveau, j'essaye d'amener le plus possible de lumière, de joie, de rester au contact de tout le monde, quel que soit le niveau. Alors oui, c'est épuisant, oui, je peux pas satisfaire non plus tout le monde, mais j'essaye de passer le plus de temps possible avec l'être humain. C'est aussi comme ça que t'es né à Paris, on va y revenir, tu vas nous faire un petit historique de ton vécu et justement de ces 1000 vies que tu as eues et que tu as encore. Parisien d'origine, maître nageur, manager, entraîneur, tu as tenu une sandwicherie, tu as tenu une papeterie, tu as rénové des maisons, tu es aujourd'hui chanteur. Explique-nous ce parcours atypique, tu l'avais imaginé un jour en arriver là? Non, ce que je sais, c'est que malheureusement, je me suis ennuyé à l'école. J'ai beaucoup redoublé au collège. J'ai pu du côté de Marne-la-Vallée, j'ai pu un collège qui voulait m'avoir, et pourtant j'étais pas un élément perturbateur, mais je m'ennuyais. Ils savaient plus quoi faire de moi, quoi. Et c'est vrai que à l'époque où ils ont créé les TUC en 85-86, j'ai arrêté l'école, et j'ai eu la chance que un directeur de MJC dans ma commune me dise ah, je sens que tu as du potentiel pour l'animation, je sens que tu aimes les autres, et qui m'a permis de tenir le foyer et d'arrêter l'école, et de commencer à animer et de m'occuper de mes potes, en fait. Déjà Sully, mon petit frère qui foutait la merde à l'époque avec les animateurs, donc j'ai pu canaliser un peu sa bande, et puis proposer des camps, amener le hip-hop dans la MJC, faire des soirées, et là j'ai vu que j'aimais ça. Mais mes parents m'avaient demandé une seule contrepartie. Ils m'ont dit, tu nages depuis tout petit, on veut bien que tu acceptes l'école, on veut bien que tu ailles travailler en MJC. Par contre, tu nous promets que tu passeras ton brevet d'état de maître nageur. On veut pas que toutes ces années, il te faut un diplôme, tu peux pas t'arrêter comme ça fin de troisième. Et en fait, c'est la vie qui m'a construit après. J'ai été faire les marchés, j'ai été directeur d'un centre préadolescent par la suite. Enfin, j'ai beaucoup évolué avec le BAFA, puis après mes brevets d'état. Et puis après le fait que pour moi ma vie était toute tracée, je voulais passer le BACPC, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, je sais pas comment ça s'appelle maintenant, mais c'était le brevet d'état de musculation, parce que j'avais déjà dans l'idée à l'époque, ça se faisait pas trop, d'ouvrir un grand centre où je pouvais faire de l'aquagym, mais aussi de la musculation, du biking. Enfin, je voulais créer un endroit, et puis il s'est trouvé que je suis parti entraîner mes nageurs à Chamonix pour une semaine, et la semaine elle a duré 27 ans. Et là, tout a changé. Tout a changé. Il a fallu que je me réapproprie un monde que je connaissais pas, celui de la montagne. Et je regrette absolument pas. Alors finalement, si on résume, c'est ton univers, c'est à la fois le monde de la voix, le monde de la musique, mais aussi celui de la rue, puisque
Tu as commencé avec le hip-hop qui était un sport, une expression de la rue, pour aujourd'hui t'exprimer dans la rue, sur les lignes d'arrivée, les lignes de départ et même des fois au ravitaillement, puisqu'on t'a vu aussi parfois faire des duplex sur certains lives. Donc c'est ça un peu, c'est ta vie d'être, alors je vais pas dire à la rue parce que c'est pas du tout le cas, mais être dans la rue. La rue, c'est ta vie. Ouais, la rue, c'est ma vie. Ouais, c'est une bonne analyse, mon Fred. C'est ça, c'est là où je me sens bien, moi. C'est là où je me suis toujours senti bien, que ça soit dans le mouvement hip-hop à mon niveau, mais après avec les jeunes sur les marchés pour apprendre la vente. J'ai toujours aimé être au contact des gens, au bord des bassins. C'était plus la rue, mais voilà, je m'y sentais bien. Et dès que je suis avec des sportifs, avec des bénévoles, avec des organisateurs qui sont quelque part des créateurs, je me sens bien. Voilà, avec des journalistes comme toi, tu peux le faire. Hein. Combien de fois on a débriefé ensemble, combien de fois on est resté sur la rue à discuter tous les deux, à se faire des pronostics, à se tromper, à faire des analyses. Ouais, c'est hyper enrichissant. Moi, j'ai toujours appris de tout le monde. J'ai appris de toi et j'apprends de tout le monde. Je me suis, enfin, voilà, je fais partie, on appelle ça des autodidactes. J'ai appris mon métier, et tous les métiers, je les ai appris. En étant dans la rue sur le tas, tu vois, je connaissais rien à refaire des maisons, et t'as vu le résultat de ce que j'ai pu créer, ce que j'ai pu réaliser, euh, voilà. Et puis après, je me suis rendu compte quand même que où je me sentais le mieux, c'était avec un micro à la main, quoi. C'était le micro, c'est le prolongement de mon âme, j'ai l'impression, tu vois. C'est là que je peux m'exprimer et être qui je suis. C'est l'expression de ton âme, oui, tout à fait. Mais grâce, toi, tu disais, c'est vrai que j'ai eu une sandwicherie, j'ai côtoyé plein de gens, mais dans la papeterie m'a ouvert un monde que je connaissais pas du tout. Et puis en ayant une des premiers photocopieuses couleurs, j'ai pu photocopier énormément de dossiers d'athlètes qui cherchaient du sponsoring dans la montagne. Valérie qui faisait ses robes. C'est comme ça que je suis devenu l'agent de Marco Siffredi, mon petit frère qui est là-haut à Chomolungma, voilà, une des plus grosses blessures de ma vie. Et voilà, mais ça m'a appris la montagne, ça m'a appris les gens. Quand j'ai épousé Fabienne à l'époque à Chamonix, je savais pas que en épousant une femme, j'épousais aussi la vallée avec ses bons côtés et ses mauvais côtés. J'ai passé beaucoup plus de temps à l'église à Chamonix pour enterrer des gens que pour aller à des mariages ou des baptêmes. Ça, j'étais pas préparé à tout ça. Enfin, tu vois, faut se faire une carapace, faut apprendre, faut comprendre le monde de la montagne. Et dans ce monde de la montagne est arrivé, avant il y avait le cross et la course de montagne, puis est arrivé ce fabuleux sport qu'est le trail. Alors tu parlais de Valérie, c'est elle qui t'a quelque part donné le micro la première fois pour un défilé de mode, donc rien à voir avec le trail. Comment tu définirais aujourd'hui ton métier de speaker, commentateur c'est quoi le métier de speaker? Ah, le métier de speaker, il est vaste. Il est vaste parce que tu peux être uniquement consultant et connaître juste le sport. Tu peux être ambianceur, tu vois. Et moi, j'essaye de mélanger les deux, d'être à la fois ambianceur, à la fois être consultant. Je vais plus dire sportif, je le suis plus trop, mais voilà, c'est un mélange. Je dis souvent que je suis un artisan du micro, donc j'essaye de. Tout le monde pense que c'est facile quand on me voit opérer, alors que dans ma tête, ça bouillonne du départ jusqu'à la fin. Je sais exactement où je veux aller. Pour moi, c'est une partition de musique, donc du coup, il y a du rythme à avoir, il y a des notes à pas louper, il y a des montées, il y a des ballades, il y a des moments tristes, il y a des moments de joie. Enfin voilà, il faut être juste. Donc du coup, c'est beaucoup de travail et j'essaie d'essayer d'avoir un peu de recul sur moi-même parce que souvent moi je me trouve pas très bon et des gens me disent oh mais là le départ que t'as fait c'était la folie. Et moi à l'intérieur de moi je me dis oh là t'as pas été bon Ludo, là t'aurais pu faire ci ou ça, enfin voilà. Mais donc c'est un métier que je respecte, que j'aime, pour lequel j'ai beaucoup travaillé, que je continue beaucoup à travailler, beaucoup me remettre en question. Et on parlait du morceau tout à l'heure. C'est aussi je pourrais rester à faire ce que je fais, quoi. Toi, à chaque fois, je vais essayer de trouver des départs différents, je vais essayer de trouver des phrases différentes, je vais essayer de trouver une atmosphère différente, enfin, en fonction des personnes que j'ai devant moi. Donc
Euh, c'est vrai que voilà, en parlant business, je me suis associé avec Sébastien Cornette, avec École de Trail, parce que il va y avoir une école des speakers dans École de Trail, et j'ai envie de passer à ceux, parce qu'il n'y a pas vraiment de formation hormis la formation de journaliste sportif, mais ils sortent tous du même moule avec les mêmes la même façon, la dialectique, la même façon de parler, les mêmes mots, tout ça. Et donc, moi, je suis plutôt issu du terrain, donc je préfère. Enfin, j'ai envie. Je pense que je peux apporter à des gens qui aimeraient faire ce métier. Alors tu m'as un peu devancé, parce que je comptais bien en parler de cette école de speaker, évidemment. Tu peux nous en dire plus? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, personne ne forme les speakers, alors que tu as été aussi, inspirateur, tu as été aussi instigateur de nouveaux talents. On voit, je sais que Hugo Ferrari, tu l'as un peu lancé. Tu as lancé aussi Speakio, que j'ai rencontré il y a quelques temps. Tu as lancé beaucoup de speakers. Je pense aussi à Alexis Ouais, Rosset. Monica, Monica, bien sûr, Alexis Rosset. Alexis Rosset. Hmm. C'est quoi la recette aujourd'hui, Ludovic Collet, pour être un bon speaker? C'est quoi les ingrédients qu'il faut mettre dans le shaker? Ah, déjà, la première chose, faut aimer l'autre. Mais l'autre, c'est l'ensemble, tu vois, c'est pas aimer que les élites et briller devant, quoi. Tu vois, c'est que quel que soit le sport, c'est aimer l'entièreté d'un événement avec ses bénévoles, ses chronométreurs, ses journalistes, ses photographes, connaître le sport. Moi, je conseille souvent aux gens d'avoir un minimum d'empathie, mais c'est pas une obligation. C'est moi qui le vois comme ça. C'est aussi, on me dit souvent, ouais, ta voix, mais ma voix, je l'ai travaillée de longues heures sur le terrain quand j'ai commencé. Je sais pas si tu t'en souviens, mais j'avais pas forcément cette voix-là, Fred, et j'avais tendance à crier, à utiliser les cordes vocales au lieu de parler avec le ventre. C'est ma rencontre avec Pierre Le Marchal, qui est avant tout chanteur avant son fils Grégory. Et même si les people ont voulu en dire comme d'habitude, ouais, il existe que par rapport à son fils, c'est pour ça qu'il chante. Bah, c'est encore des gens qui n'ont pas travaillé leur fiche. Voilà, Pierre a toujours chanté, excellent animateur, et il m'a appris à respirer, à poser ma voix. Il m'a expliqué tellement de choses. J'ai été le voir chanter, et voilà, c'est toutes ces rencontres qu'on fait cette richesse. Et j'ai écouté, je me suis remis en question pour arriver avec une voix maintenant qui est reconnue de tous. Dans notre milieu évidemment, hein, dans notre petit milieu qui est le trail ou les coupes du monde de ski, mais ça reste moi ça me convient. J'ai pas besoin de beaucoup plus, mais voilà, il faut travailler. Il y a beaucoup de choses à travailler. Il y a aussi prendre, tu vois, moi sur la ligne, je passe énormément de temps à regarder si tout le monde bip sur l'écran. C'est tout con, c'est pas mon boulot, hein. Mais si, pour moi, c'est important. Le chronométreur, si je veux qu'il m'aide, j'ai besoin de l'aider aussi. Lui dire, lui, il a pas bipé parce qu'il y a 1 ou 2% de gens qui bipent pas et que c'est dommage qu'ils aient pas leur chrono. Mais voilà, des garçons qui passent avec un nom de fille ou une fille avec un nom de garçon, donc ils seront pas classés ou ils seront pas sur les podiums. Enfin, voilà, il y a plein de petites choses. La musique, comment la caler, retourner un peu les enceintes. Enfin, c'est très très complet comme métier si on veut bien le faire et s'entendre avec tout le monde. Alors cette école, elle verra le jour quand? Ou cette formation, en tout cas, ça va à peu près être quoi, si c'est déjà un peu cadré? Alors du coup, mon cornetto là est en train de me pousser aux fesses, mais comme j'ai une actualité qui est très très chargée en ce moment entre mes podcasts, la musique, la saison, les jeux qui arrivent, il y a plein de préparations et normalement je suis censé faire une formation à mon retour de Rodrigue, c'est-à-dire vers mi-novembre. Normalement, là on devrait annoncer mi-novembre, début décembre peut-être 3 jours de formation. Mais j'ai la tête à l'envers en ce moment, mon Fredo. J'y arrive plus, j'y arrive plus. Mais on va trouver. Je vais me faire aider. On va y arriver. Alors toujours sur ce côté speaker, euh, moi c'est une question que je me pose souvent, c'est est-ce que tu scénarises avant un départ, la veille, l'avant-veille? Est-ce que tu plonges déjà dans le scénario que tu vas dire, dans ce que tu vas raconter aux coureurs? Et de la même manière, ça c'est l'avant-course, mais je sais que pour toi c'est hyper important aussi d'accueillir le dernier et de trouver les mots justes pour accueillir le dernier. Nous explique comment tu vis ça là chez toi dans ton quotidien. Tu vas être dans les prochaines semaines sur le marathon du Mont Blanc, sur plein de courses. Comment tu prépares ce travail? En général, euh, pour les courses que je ne connais pas, j'essaye de prendre
me laisser influencer par le thème. Là, je reviens du trail Alsace Grand Est by UTMB que je connaissais pas du tout et qui a un thème sur les châteaux. Et c'est un thème avec le trail des païens, des Celtes. Enfin voilà, il y avait tout un univers et ça m'a inspiré. Et en général, euh, je regarde un petit peu les horaires, je regarde les forces en puissance, donc comme on les travaille, je travaille un peu tous les jours dessus. Ben des fois j'ai un peu moins besoin de travailler sur les coureurs parce que je les connais, d'autres je connais pas, donc je travaille un peu plus. Et après je commence à me dire alors ouais, qu'est-ce que tu vas apporter de nouveau, qu'est-ce qui va faire. Et je commence à me préparer des choses dans ma tête, je note rien. Et après c'est le jour J. Après le jour J, je te l'ai souvent dit, mais voilà, je manque sur la ligne de départ ou sur la ligne d'arrivée. Je manque et j'essaye de ressentir, de ressentir l'événement, de ressentir ce qui se passe autour de moi. Et après, avec les années, je fais confiance à mon ressenti et je pars. Et je pars dans le thème que je me suis fixé et je lance ces phrases que souvent je dis. Hein, c'est la vérité. Je peux pas les répéter parce que je me rappelle pas forcément ce que j'ai dit parce que je suis un freestyler et un passeur d'émotions. Sauf que il faut que des fois que j'aille me réécouter parce que tout le monde filme avec les téléphones et je vais me réécouter pour savoir ce que j'ai dit, tu vois. J'ai été interrogé l'année dernière par Ludovic de Rohan sur ce que j'avais dit sur l'arrivée de le retour de François, qui a eu tellement de mal à finir ce grand raid. Tous les adjectifs que j'ai utilisés à son arrivée, quand je suis après passé sur le plateau de Canal Grand Raid, on m'a demandé de les répéter. Et là, Ludo, il m'a piégé, en fait. Parce que je m'en souvenais pas. Je savais pas. Il a fallu que j'aille revoir après et écouter l'arrivée de François pour me rappeler ce que j'avais dit, quoi. Et du coup, et Ludo de Rouen, enfin, il a vu qu'il me mettait en galère. Alors que pour lui, ça lui paraissait évident que je me souvienne de ce que j'avais dit. Et non. J'étais piégé. Et pour les derniers que tu aimes accueillir sur la ligne, c'est souvent très long. C'est vrai qu'on est même parfois ensemble parce que moi, j'aime bien aussi traîner longtemps sur les lignes, mais tu trouves toujours les mots souvent juste. Bah parce qu'après pour le dernier, c'est un cumul de tout ce que j'ai entendu dans la journée, de tout ce qu'ont vécu les gens, boueux, pas boueux, facile, chaleur, enfin du coup, c'est un condensé de tout ce qu'on a vécu dans la journée, plus souvent bah un petit mot de la famille, de madame qui reste ou des grands-parents, d'un club qui me disent ouais mais lui il a vécu ça dans sa vie. Voilà, donc du coup, ça m'inspire beaucoup et puis après je goulaye, je mélange tout ça et après comme d'habitude je me laisse porter, mais pour ça encore faut-il qu'il y ait encore du son. Souvent des fois le dernier arrive 1 heure et demie, des fois ça m'est arrivé 2 heures après l'avant-dernier. Et du coup, bah là, les bénévoles commencent à démonter parce que ça fait 3 jours. Enfin voilà. Donc du coup, tout va dépendre aussi du son qui me reste. Si j'ai un DJ, pas DJ. Si je l'accueille a cappella, ça m'arrive. Voilà. Après, il m'est arrivé des fois aussi de pas rester parce que l'organisateur me dit ouais, t'as encore beaucoup de kilomètres et on l'attend dans très très longtemps. On veut pas le mettre hors délai, mais voilà, faut partir. Ça m'est arrivé peu, mais ça m'arrive. Alors ce micro que tu as là aussi dans les mains pour nous parler, c'est aussi un témoin. Est-ce que pour toi, qui transmet beaucoup d'émotions, qui transmet de l'amour, qui fait passer des messages, est-ce que c'est aussi un moyen, puisqu'aujourd'hui tu caches pas que tu dis ce que tu penses et tu assumes ce que tu dis, mais est-ce que c'est un moyen de faire passer des messages humanistes, politiques en même temps? Politique, je sais pas. En tout cas, humaniste, c'est sûr. Et je pense que j'ai toujours pensé que chacun à notre niveau, on avait un rôle à jouer dans la communauté, dans la grande communauté. Et du coup, tant que je nuis pas à l'organisateur, que je vais pas contre l'organisation ou la mairie en place parce que c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément le côté politique, enfin politique comme je l'entends. Il n'y a pas de, mais j'essaye de respecter tout le monde, mais oui, je balance mes punchlines et j'essaye oui, à ma manière de rappeler des choses simples. Hein. Je fais pas la révolution. Hein. Il y a des gens qui ont fait beaucoup plus fort que moi, mais j'essaye de rappeler les choses qui font que, voilà,
quelle que soit notre couleur de peau, il y a des cons dans toutes les couleurs, il y a des cons dans toutes les religions, il y a des cons et il y a des gens très très bien. Et quand on s'ouvre les veines, là, on a tous le même sang, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur de rappeler que voilà, et c'est tatoué sur mon bras, l'unité par la diversité. Si on était moins cons, on pourrait tous vivre ensemble. Donc ça fait partie de mes petits combats à moi. Ouais. D'essayer qu'on puisse tous s'entendre. C'est bête, mais la vie, elle est assez compliquée, elle est assez dure. On est bien assez taxé de tout. Et ça serait dommage de pas pouvoir tous vivre ensemble. Et surtout, c'est que, Fred, on a la chance, nous, les week-ends, de voir qu'on peut tous vivre ensemble. On voit des gens qui donnent du temps pour les autres. Il y a des sourires, il y a des checks, il y a des embrassades, il y a des câlins, des fois des petits coups de gueule. Mais tout se tasse assez vite, quoi. Et du coup, je dis souvent, hein, est-ce que je suis tous les week-ends dans la vraie vie ou pas? Ou la vraie vie, c'est ce que je vois à la télé? À se demander. Vaste question. Ludo, est-ce qu'aujourd'hui, on peut vivre de sa voix? Est-ce qu'on peut vivre de ton métier? Euh, c'est sûr qu'il y a besoin de speakers, il y a besoin sans doute de formation, même s'il en existe une, je crois, du côté aussi de la FFA, mais qui n'a rien à voir avec ce que tu vas proposer. C'est quoi aujourd'hui le revenu moyen d'un speaker, si on parle business, vraiment au cœur du business, au cœur du réacteur? Ouais, en fait, tout va dépendre du sport que tu choisis, déjà. Il se trouve que le trail est celui qui paye le moins de tout ce que j'ai pu voir dans tous les sports où j'ai été commenté. C'est là où on passe le plus d'heures et c'est là où souvent les organisateurs tiquent dès qu'on leur présente la note, surtout quand c'est ton métier. Après, il y a beaucoup d'animateurs qui travaillent la semaine, qui sont pompiers, qui sont instituteurs, qui sont profs de sport, donc qui ont déjà un salaire et du coup qui touchent, qui demandent. Voilà, il y a pas un speaker qui demande le même tarif quand même. On essaye moi ceux qui sont avec moi, on essaye de créer une homogénéité, qui est pas trop de différence, mais entre des gens qui ont déjà un salaire et d'autres pour qui, comme pour moi, qui déclarent tout. Bah c'est pas simple. Il faut faire beaucoup de dates. C'est vrai que j'aurais pu choisir d'aller faire d'autres sports. Il se trouve que c'est dans le trail et dans l'ultra que j'y trouve mon pied. Et du coup, voilà, il y a d'autres sports qui, pour beaucoup moins de temps, qui te payent le double ou le triple, voire le quadruple, que dans le trail, quoi. Donc, du coup, pour en vivre, on deviendra pas milliardaire, ça c'est sûr. Mais il faut faire beaucoup de dates et tout de suite avoir un certain cachet, quoi. Tu vois, il faut pas se brader. Sinon, une fois que toutes les taxes sont passées, en tant qu'artisan, bah, tu gagnes pas grand chose. Mais après, moi, à titre personnel, est-ce que j'ai toujours fait ça pour l'argent? Je crois pas, quoi. Ça me nuit, hein, d'ailleurs, mais je crois que ça a toujours été la passion qui prenait le dessus. Alors maintenant, avec le nom que j'ai, la reconnaissance des gens, j'essaye de monter tout doucement mes cachets, mais c'est voilà, j'aurais pas vraiment de retraite, hein. Je crois que on a déjà fait des études. Si je touche 680 € par mois à la fin, ça sera beau, quoi. 700 balles, ça devrait faire. Aujourd'hui, c'est quoi le prix moyen d'un Ludovic Collet ou d'un Seb ou d'un Christopher ou d'une Monica ou Hugo Ferrari? Parce que je sais que tu coaches un peu tous ces gens-là. Ouais, je pense que ça va être un prix moyen. Après, tout va dépendre des prestats, mais ça va être autour de 700 €, tu vois. Mais voilà, il y en a qui vont prendre 350. Et puis, en fonction des heures que tu peux faire, tu peux aller jusqu'à 1500, 2000. Et après, il faut passer dans d'autres sports si tu veux être au-dessus de 2000 €. Alors, tu parlais tout à l'heure de ce côté intermittent et auto-entrepreneur. Tu peux nous expliquer aujourd'hui qu'est-ce qui coince dans ce monde-là, puisque vous êtes, c'est vrai, quelque part autant artiste certaines fois que d'autres, mais vous n'êtes pas reconnu en tant que tel. Non, on n'est pas. euh, alors, peut-être que ça bougera, mais c'est vrai que j'ai souvent essayé de pouvoir aller récupérer l'intermittence du spectacle, parce que déjà, il y a une meilleure couverture sociale qu'un artisan, et que les mois où tu travailles pas, si tu as fait ton nombre de cachets, bah, en fonction des cachets que tu touches comme une forme de chômage.
en fait. Et puis, si t'es blessé, comme ça m'est arrivé des fois, bah là, t'as une vraie compensation de salaire. Sauf que je ne sais pas pourquoi on ne considère pas, voilà, il y a maître de cérémonie, ils veulent pas en entendre parler, ou des fois ça peut passer, mais il peut y avoir des contrôles. DJ, ça marche. Mais animateur outdoor, non, ça rentre pas dans les cases. Et on n'est pas considéré comme artiste. Alors que si je me mets chanteur là, par exemple, je viens de déposer un morceau qui est sur les plateformes maintenant, euh, il va falloir que je me renseigne, mais je pense que je vais pouvoir prendre l'intermittence en tant que chanteur. Et alors que mon cœur de métier est plutôt speaker, quoi. Donc voilà, il va falloir que je m'intéresse à ça pour peut-être mes dernières années de travail. On va passer à une petite partie trail, puisqu'on a parlé à la fois communauté, business, trail. On reviendra à la fin sur une autre partie qui est un petit peu plus intimiste sur tes 1000 vies et cette façon de voir la vie aujourd'hui. Mais avant tout, je voulais te parler un peu de trail, un sport que tu as vu grandir, que tu as vu mûrir à tous les niveaux, que ce soit sur les événements, les partenaires, les marques, les champions. Toi, tu aimes bien dire parfois sur la ligne d'arrivée aux coureurs, ferme les yeux, ouvre-les et quel souvenir il te reste de cette épreuve. Si je te dis la même chose, tu fermes les yeux et je te demande quelle est pour toi la plus belle réussite dans le monde du trail que tu aies vu naître au cours depuis les années 2000, c'est-à-dire depuis que tu es baigné dedans. Ah, pour moi, ça passera par le cœur, et c'est ma course de cœur. C'est le cross et le marathon du Mont Blanc. C'est cette évolution, euh, tout en restant un club des sports, tout en étant œuvré par énormément de bénévoles, voir comment ils ont su s'adapter avec l'air du temps et créer. Bah, il y avait le cross, puis la première édition du marathon spécial dédicace à Éric Lacroix qui l'a remporté cette première édition. Puis ils ont fait partie pas les premiers, mais ils étaient dans les premiers avec ce que toi tu aimes beaucoup à l'époque où tu œuvrais beaucoup pour le KV, le faire mesurer, faire en sorte qu'il soit mesuré parfaitement 1000 mètres pour 3,6 km, je crois, ou 3,4 km. Enfin voilà, et ça a eu un engouement terrible. Et puis maintenant il y a le duo étoilé, mais moi je pense qu'ils ont créé le club des sports, peut-être le plus beau 90 km au monde. Pour moi, il n'y a pas vraiment je pense, d'équivalent sur ce 90 km. Pour moi, où rien n'est à acheter, à jeter non plus. Mais ouais, c'est fabuleux. Et j'ai aimé faire partie aussi de cette évolution. Avec Fred Comte notamment, puisque c'est le directeur du club des sports, mais beaucoup de présidents se sont succédés et c'est un garçon qui m'a fait confiance et qui m'a donné carte blanche. Et c'est cette course-là qui m'a fait connaître partout au départ, bien avant l'UTMB. Et ouais, je suis assez fier de la réussite du club des sports avec cette réussite permet bah, à toutes les sections, même si c'est pas toujours merveilleux, mais en tout cas d'avoir des subsides parce que cette course marche bien et l'argent est reversé pour l'ensemble des sports, notamment. Donc ouais, ça je leur tire mon chapeau tout en restant associatif et club des sports, quoi. Et ils se sont fait aussi comme tout le monde avec l'avènement de ce sport, du nombre. Il y a eu des erreurs, ils ont su se remettre en cause, améliorer des choses. Enfin, ouais, je suis très très fier du club des sports de Chamonix. Est-ce que pour toi, ce symbole que tu cites est à la fois représentatif de tout ce qui s'est passé? C'est-à-dire, ils ont vu passer les plus grands champions, ils ont aussi pris le risque de faire des super beaux lives dès le début il y a quelques années avec Mousse Productions. Ils ont pris le risque de créer plus de courses. Ils prennent aujourd'hui le risque de prendre des mesures fortes par rapport à l'environnement, de restreindre le nombre de voitures dans la vallée. Est-ce que pour toi, c'est aussi ce qui aujourd'hui, le club des sports pourrait être considéré comme un leader d'opinion, en tout cas à tous les niveaux, et qu'il a pu être depuis de nombreuses années? Ah, mais c'est clair, tout n'est pas parfait, hein, tout n'est pas rose, c'est vrai.
En attendant, bah, c'est les premiers que j'ai vus aller rechercher quelqu'un pour fabriquer une machine pour faire de l'eau pétillante, parce que les coureurs raffolent sur les courses d'eau pétillante et qu'il n'y a plus une bouteille plastique déjà depuis des années et qu'ils emmènent des machines à faire ils font leur propre eau pétillante, ça arrive dans des containers, de l'eau, enfin, ouais, ils ont beaucoup travaillé pour pouvoir accueillir autant de monde et en essayant de minimiser l'impact. On sait que c'est impossible de tout minimiser. En tout cas, ils tentent des choses. Et ce qu'ils font, ils le font bien, hein, que ça soit. Alors je vais faire crier tout le monde, mais avec cette Coupe du Monde de ski, ils essayent aussi d'avancer, d'être le plus propre possible de ce qui est possible de faire. La Coupe du Monde d'escalade, c'est juste incroyable. Il faut y aller là. Faut aller voir ça et écouter Christopher avec 10, 12, 15 000 personnes derrière, assises, tout le monde ensemble, à faire une fête incroyable. Et puis l'avènement du cross du marathon. Et oui, ouais, ils sont leaders. Ils essayent de faire avancer les choses. Et puis là, ils ont mis un pavé dans la mare avec ces 40% d'athlètes qui devront venir par le train. Ouais, c'est beau. C'est beau. Il faut tenter. Il faut essayer des choses. C'est vrai. Et moi, je suis assez fier d'être dans leur équipe. Ouais. Alors tu vis cette évolution du trail, tu vis l'évolution de l'UTMB, des gros événements qui sont liés à l'UTMB, alors forcément francophone, puisque tu l'as toujours dit, une de tes faiblesses, c'est de ne pas parler anglais à la Martin Gaffuri, bien sûr. Bien sûr. Mais tu as une vision assez verticale, quand je dis verticale, qui irait de l'océan Indien, l'île Maurice, Rodrigue, la Réunion, et puis bah tu vas jusqu'en Alsace, toute la France, la Corse, et puis aussi un petit peu la Le Martinique. Mais t'es Maroc. allé au le Maroc, bien sûr, mais t'es jamais allé trop sur les pays asiatiques ou les pays américains du fait de la barrière de la langue. Qu'est-ce qui aujourd'hui te fait peur dans l'évolution du trail et de cette mondialisation du trail? Ouais, je sais pas si j'en ai peur. C'est vrai que ça fait partie de mes gros défauts de pas parler l'anglais au micro, mais c'était aussi une protection parce que pendant des années, euh, à partir de 2011-2012, beaucoup d'organisateurs étrangers m'ont demandé de venir sur leurs courses et j'en faisais déjà tellement que la seule façon, comme je sais pas dire non, la seule façon de pouvoir dire non, c'est de leur dire mais je vais vous servir à rien, je ne parle pas l'anglais. Du coup, ça me protégeait de pas aller faire le tour de la planète et de plus jamais rentrer à la maison, de plus jamais voir mes enfants et ainsi de suite. Donc du coup, je me suis un peu protégé avec cette excuse-là quand même de ça. Mais moi, je trouve plutôt euh, plutôt bien que on court dans le monde entier, que les gens sortent de chez eux, ne restent pas dans le canapé. Voilà. Après, effectivement, il va falloir trouver des solutions pour voyager plus propre. Mais encore une fois, c'est souvent le problème on dit ouais, on envoie un tel, tout le monde prend l'avion. Mais encore une fois, notre grande communauté, si et nos politiques, si depuis 20 ans, 30 ans, on avait combattu le lobby pétrolier, on a des gens qui envoient des, euh, des robots sur Mars ou plus loin. Bien sûr qu'on aurait pu déjà trouver des moyens beaucoup plus propres de voyager, mais est-ce que ça a été de la volonté pendant longtemps? Je crois pas. Donc du coup, c'est vrai qu'il faut s'y mettre, mais il faut pas mettre encore une fois les gens les uns contre les autres. C'est tous ensemble. Allons manifester, allons dire stop vraiment tous ensemble contre le lobby pétrolier. Et on a des ingénieurs, on a des têtes pensantes dans le monde entier qui trouveront des solutions pour qu'on voyage plus propre. Donc voilà, et je sais qu'il y a urgence. Je sais qu'il faudrait qu'on prenne plus tous, on ne prenne plus l'avion. Et du coup, on bosse plus, on fait plus rien et on partage plus tous ensemble. On reste et euh, on regarde la télé et c'est par la télé qui est inondée de fausseries de se faire une opinion des autres dans d'autres pays. Alors que c'est en allant côtoyer les autres qu'on voit comment ils vivent vraiment et qui ils sont vraiment quoi. Donc je suis très partagé là-dessus. Tu vois. Moi, je suis pour que le trail investisse le monde. Tu le vois comment justement ce trail dans 4-5 ans en termes de business, en termes de médiatisation, en termes de puissance économique?
Ah bah, ça devient très fort déjà, hein. Ça a déjà pris un très très gros essor, mais je crois qu'on en est qu'au début, puisque ça y est là, ça fait 2 ans, peut-être 3 ans, aux dames de certains que on commence à voir entre guillemets des people. On voit que les chaînes commencent à s'y intéresser, les marques de vêtements reviennent. On voit bien que les grosses marques comme Adidas, Nike reviennent plein fer dedans et commencent à réinvestir parce que ils se sont rendus compte que ils ont peut-être un petit peu délaissé le trail et l'ultra et que le rêve à la française qui est devenu américain, Oka a pris des parts de marché énormes pour citer que. Mais après en équipementier, il y a tellement d'autres choses. Mais oui, je pense qu'on en est qu'au début. Alors forcément, sera et ça a déjà ses travers. Hein. Mais on l'a connu pour le VTT, on l'a connu pour le triathlon. Et après avoir vu le triathlon et Ironman pousser comme des champignons et voir cette grande finale à Hawaï, on voit aussi une multitude de notamment de triathlons qui reviennent à l'essentiel, à la base, et auxquels on prend énormément de plaisir. Moi, j'aime aller à voir et c'est ce qui me rassure un peu quand ça me fait peur de voir que le trail se met en circuit et ça fait paniquer beaucoup de gens. Mais je pense que ouais, il y aura des circuits, mais il y aura aussi des indépendants. Il faut juste que ça se mette en place tout doucement là et que on laisse aussi la place aux plus petits. Mais ça, c'est aussi, j'ai vu un peu tous les débats. Hein, c'est aux régions, c'est de nouveau à la politique de faire la part hein, et de pas donner que aux plus gros et de qu'il y ait pour tout le monde. Mais là, c'est un vaste débat. Toi, tu arrives à animer à la fois sur des manches, alors justement un peu organisées ou pas forcément bien organisées de courses qui sont un peu partout en France, mais aussi des manches des Golden Trail Series, des manches de l'UTMB World Series. Est-ce que tu trouves que ce sport manque un petit peu d'organisation en termes de calendrier, en termes de fonctionnement? Est-ce qu'il faudrait que ça soit un petit peu plus limpide, comme dans le vélo, dans le ski que tu connais très bien, ou dans le triathlon, où il y a vraiment une fédé qui dirige, qui fédère l'ensemble des acteurs? Ben, le problème, c'est que on n'y arrivera jamais parce que euh, on sait pertinemment que peut-être 90% des trailers, pour eux, il sera hors de question de prendre une licence FFA. Donc du coup, il y a comme dans la boxe une multitude de circuits. Personne va s'entendre sur les dates, ça sera très très compliqué. Le triathlon, il y a une fédé. Il y a la fédé de triathlon, quoi qu'on en pense, qu'ils fassent les choses bien ou pas. Il y a une fédé qui canalise le circuit et qui te permet d'aller jusqu'aux Jeux, aux championnats du monde, les championnats d'Europe. Et voilà. Euh, dans le trail, c'est un petit peu particulier, c'est que euh, peu ont envie de prendre une licence FFA. Et si on leur imposait de prendre une licence FFA, il va se faire en plus grand nombre, ce qui est déjà en train de se faire depuis le Covid. C'est-à-dire des gens qui iront courir en off et qui iront plus sur les courses, qui se feront eux-mêmes ou qui partiront du côté du gravel où ils retrouvent l'histoire de ce qu'ils ont pu connaître en VTT au début, en triathlon au début, en trail au début. C'est toujours la même histoire, hein, donc du coup, moi là je vois pas comment ils peuvent tous s'entendre dans le trail. Ça me paraît compliqué. Euh, En tout cas, s'ils devaient un jour s'entendre tous, faites que les anonymes partent toujours avec les élites, que le trail reste le trail comme il doit être, c'est-à-dire que tout le monde a sa chance sur la ligne de départ. Une personne qu'on connaît pas peut aller détrôner des gens qu'on connaît très très bien, et que voilà, que filles et garçons, que tout le monde soit à la même enseigne, tous ensemble, et puisse se faire plaisir. Après, pour fédérer tout le monde, j'y crois pas, absolument pas. On verra bien dans quelques années si certains y arrivent ou pas. Justement, tu parles de fédérer, c'est aussi aimer. Toi, tu as besoin de donner de l'amour. Tu l'as dit l'autre jour dans une interview que j'ai vue sur Radio Mont Blanc. En fait, tu as été toi-même le jour où tu as accepté de dire à un coureur que tu l'aimais. Tu as besoin d'en donner, tu as besoin d'en recevoir. Tu parlais tout à l'heure d'empathie pour être un bon speaker, d'aimer les autres. Est-ce que c'est ça ton énergie aujourd'hui dans le monde du trail? Ça en fait partie en tout cas. Ça fait partie enfin, j'ai toujours pensé dans ma vie que, à quelques exceptions près, tout ce qu'on donnait, on te le rendait en bien.
tu vois. Et donc du coup, est-ce que après ça serait une thérapie profonde à faire, mais est-ce que j'ai besoin aussi beaucoup d'amour? C'est possible. Mais j'aime à ne pas me cacher et j'aime à serrer des gens que je connais pas. Et souvent, les coureurs me diront, et ils se reconnaîtront dans le trail, quand je les prends dans mes bras, le nounours, quand il me dit, ah non, non, mais attendez, je pue, je viens de courir 20 heures, 30 heures. Je m'en fous, je les sens même pas. Mais c'est comme ça, c'est instinctif. Souvent, j'ai des filles qui me disent sur les lignes, eh, mais vous vous rendez compte, vous venez de taper sur une fesse d'un coureur, garçon, hein. Mais je m'en rends même pas compte. C'est un geste affectueux. Allez, bravo pour ce que t'as fait. Je crois que c'est ma nature. Après, c'est ce que j'ai dit dans l'interview. C'est juste, je vais essayer de rester moi-même et ne pas réfléchir, parce que maintenant on doit faire réfléchir à ce qu'on dit, on doit réfléchir à ce qu'on fait. On n'a plus le droit de rien rigoler sur rien. Enfin, tu vois, là, on est en train d'aseptiser, comme on acceptise le trail. Le trail, on doit mettre maintenant une rubalise tous les 50 mètres sur un single où pendant 3 kilomètres il y a pas de croisement. Enfin, voilà, c'est donc du coup, tant que je pourrais rester moi-même, donner de l'amour parce qu'on en a besoin, mais j'en reçois autant. Enfin voilà, je donne, mais je reçois. J'ai beaucoup de gens qui viennent me dire merci, des gens qui m'écrivent. Et voilà, souvent on me demande, on me dit, on pourrait prendre une photo avec vous, mais ils me disent ouais merci, mais moi c'est moi qui leur dis merci de pouvoir prendre une photo avec eux. C'est pas l'inverse. Enfin tu vois, moi je suis juste un speaker. Hein. Enfin, je suis juste un passeur d'émotions. Je suis juste, j'ai envie de vivre comme ça, quoi. J'ai envie de vivre en, en donnant et je pense comme, et j'aurais pas de regrets dans ma vie, quoi. Les gens se retiennent trop, quoi. Tu vois bien, on dit pas bonjour à son voisin. Voilà. Alors j'essaye, mais j'ai aussi mes lacunes. À donner beaucoup aux autres, j'en donne moins à ma famille. Je le sais aussi, tu vois. Donc il faut essayer de trouver le juste milieu. Je suis pas parfait, quoi. Et c'est aussi un des autres travers, c'est que tu y laisses aussi ta santé. C'est aussi pour ça que je parlais tout à l'heure en début de ce podcast de plusieurs vies au sens propre comme au sens figuré, parce que il y a quelques années, tu as presque failli mourir. Tu peux revenir sur cet épisode qui a dû forcément changer ta vie? Ouais, j'étais trop fatigué. En 2017, je suis arrivé sur l'événement UTMB en étant déjà cuit et puis bah le 7e jour a été même le 6e jour, c'était le samedi. Je crois que le 6e a été de trop. C'était le combat du siècle. T'étais à côté de moi. On attendait avec grande impatience ce combat entre François Den et Kilian Jornet. Je me suis laissé prendre au jeu. Je suis monté en température. J'ai accueilli François alors que j'étais déjà trop fatigué et je suis monté au rupteur. J'ai fait monter mon cœur trop haut parce qu'on prend des grosses émotions, on prend des jets dans la gueule à vivre ces événements à fond et j'ai fait bouillir mon sang et j'y étais trop fort pour François et 15 minutes après Kiki arrivait et je suis remonté et j'ai mis mon cœur si on prend l'image de j'étais à bloc dans une ligne droite là aux 24 heures du Mans sur une moto et puis l'accélérateur est resté bloqué quoi et du coup voilà ça a été trop fort. J'ai l'impression que mon cœur allait sortir de la cage thoracique, je pouvais plus tenir debout et puis on m'a évacué parce que peut-être que le cœur aurait lâché sur la ligne là. J'avais trop donné. Ouais. Moi, ça m'a servi de leçon un petit peu. Et aujourd'hui, oui, tu en retiens quelles leçons et tu adaptes comment ta façon de gérer ces événements et ces émotions? Parce que donner des émotions, faut aussi les vivre, sinon tu les transmets pas de la même manière. Ouais, c'est ça. Et donc, j'essaye de me contrôler, mais maintenant, euh, notamment sur l'UTMB, j'ai un gardien qui s'appelle Mougli, et j'ai Grand Seb qui veille sur moi, les organisateurs qui me mettent moins d'heures parce que je suis un sale gosse, quoi. J'ai le sport en perfusion dans mes veines, quoi. C'est comme ça. Je vis les événements et j'ai du mal à me contrôler. J'essaye de faire attention, mais ça revient toujours. Enfin, je me retire dessus tout le temps. Donc là, je sais que mon cœur est très fatigué. J'ai été faire des tests. Voilà, j'ai un nouveau traitement.
il faut que je perde du poids. J'ai pris beaucoup, mais dû à ce cœur qui est ce qu'on appelle un peu entre guillemets l'insuffisance cardiaque. J'ai trop tiré dessus, j'ai vécu trop les émotions, mais d'un autre côté, c'est aussi comme ça que je veux vivre, quoi. Donc, à moi de trouver le juste milieu parce que j'ai des petits-fils qui sont là, que j'ai une famille qui a pas envie que je parte, mais voilà, rassurez-vous, je me fais suivre régulièrement et le traitement fonctionne de mieux en mieux. Maintenant, c'est à moi de perdre du poids et faire l'effort, quoi. Mais je vais continuer à donner, hein, c'est sûr. T'as peur de la mort? Je crois pas. Je crois pas. Je crois pas. Je veux, en tout cas, une chose est sûre, c'est que je veux vivre sans regret. Donc, non, je crois pas que j'en ai peur. Elle viendra quand elle devra venir, mais non, je crois pas. Alors, on arrive au bout de ce podcast, Ludo. On sait que t'es toujours plein d'émotions. C'est quoi les prochains projets sur quoi on peut t'attendre ou forcément peut-être à un endroit où on n'imagine pas? C'est quoi la suite? Bah, la suite, ça va être, je pense qu'en 2025, ça sera un livre. En 2024, c'est les potins, c'est tout ce que j'ai envie de faire. Je cherche vraiment des partenaires parce que je souhaite continuer à faire un podcast filmé, ça coûte. Pour l'instant, je vais être à un podcast par mois, mais j'aimerais être à tous les 15 jours, peut-être plus. Enfin voilà, mais pour l'instant, j'ai pas assez de financement. Je me suis toujours financé quasiment tout seul depuis toujours. Bon là, ça coince un peu ces derniers temps. Grand merci à École de Trail et à Vertical Sea là, qui m'aident vraiment pour sortir ces potins parce que j'ai envie de continuer à transmettre tout ce que j'ai vécu et le bonheur que les gens m'ont donné pendant 20 ans. Alors bien sûr qu'on commence avec des gens connus, mais il y aura des gens un peu moins connus, des gens de l'ombre qui m'ont tout autant apporté pendant ces 20 ans de carrière. On se retrouvera au jeu où j'ai une place que j'avais vraiment envie d'avoir et je l'ai pas réclamé, on me la offre et donc c'est cool, c'est une belle reconnaissance pour le travail que j'ai fait ces 20 dernières années et pour les émotions et tout ce que j'ai pu donner. C'est aussi pour ça qu'on me prend. Et puis voilà, et puis on va continuer. La saison est longue et puis on va voir ce que ça va donner. Hein. J'espère que la communauté va être à fond comme elle l'est déjà là sur la Bigola. C'est les gens qui font le succès. J'espère qu'ils m'aideront. Bien sûr, on peut streamer, mais il me faut beaucoup de streams pour pouvoir toucher un petit peu de sous pour pouvoir rembourser déjà tout ce qu'on a mis. Mais si les gens veulent télécharger le morceau, hein, ouais, ça m'aidera beaucoup en tout cas. C'est quoi le projet de JO? Parce que tu me l'apprends là, et tu vas nous faire une révélation, j'imagine. Ouais, bah maintenant, je peux la faire parce que je signe le contrat, mais je serai avec Monica à l'arrivée du marathon pour tous. Et je pourrais accueillir les 40 000 coureurs, les 20 000 24 sur le marathon et les 20 000 24 sur le 10 km. Et c'est vraiment la place que j'avais envie d'avoir, accueillir tous ces anonymes qui vont vivre le rêve olympique. Et ça me va très très bien. Chouette projet. Il y a quelques années, quelques mois, tu m'avais parlé d'un projet aussi d'émission de télé, de plateau télé. Ça en est où? C'est compliqué parce que là il faut des gros financements. Il y a eu plusieurs tentatives de gens qui essayaient de monter une émission et à chaque fois ils arrivent pas à réunir le budget complet. Donc à chaque fois on repart à zéro. J'espère qu'un jour en tout cas on pourra. Tu sais que j'en rêve et j'en rêve que tu sois là. Enfin voilà, il y a toute une équipe. J'aimerais qu'on ait vraiment une émission consacrée au sport qu'on aime, qui puisse relater un petit peu tout ce qui s'est passé les week-ends partout en France ou dans le monde. Pour l'instant, j'arrive jamais à conclure, mais il y a un moment, ça va le faire, j'en suis sûr. C'est en train de prendre tout doucement le trail. Et puis peut-être ça sera d'autres à notre place, Fredo. Mais tant mieux. En tout cas, faut que ça avance. Merci Ludo, en tout cas pour cet entretien très à cœur ouvert, sans barrière. T'es un producteur de projets, t'es un passeur d'émotions. Merci beaucoup et puis on se retrouve de toute façon tout ce mois de juin, juillet, août à La Réunion. Les gens auront un plaisir parce que je sais que t'es une véritable star là-bas. À Rodrigue où t'aimes aller voir le peuple rodriguais aussi
aussi simple que ça puisse être de vivre là-bas et aussi riche que ça nous forme quand on y va. En tout cas, merci. Et puis, tu as un dernier message à faire passer à tous ceux qui vont nous écouter. Ouais, continuez à faire du sport, continuez à vous fédérer les uns les autres, parce que encore une fois, le sport mène à tout et il n'y a que le sport qui fédère. On peut vivre de très très belles aventures. Pendant longtemps, on nous a dit à l'école que on ferait jamais rien en faisant du sport. Au contraire, on fait tout et ça nous ouvre à tout. Merci Ludo. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Trail Business Club. N'hésitez pas à le partager et à nous dire ce que vous en pensez. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous conseille de vous abonner à la newsletter Mile & Stone. Elle est gratuite et vous pouvez vous inscrire sur mileandstone.com.